Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Chloé Séché, chargée de mission RTES. Je vous propose qu'on commence tranquillement, voilà, le temps que les dernières personnes puissent se connecter et que j'espère Roberta Bocca qui interviendra puisse voilà, améliorer sa connexion. Euh, Quelques consignes, enfin, en tout cas, voilà, consignes avant de commencer, même si j'imagine que maintenant tout le monde est bien rompu à l'exercice, mais on va avoir aujourd'hui plusieurs temps, plusieurs retours d'expérience. Je vous propose d'utiliser le module chat ou converser pour poser vos questions, éventuellement demander la parole. Et je partagerai vos questions, vos demandes de parole au moment le plus opportun. Je vous invite aussi à bien couper vos micros quand vous n'intervenez pas. Euh, voilà, pour les petites consignes, mais que je pense tout le monde connaît maintenant. Et voilà. Donc, nous allons démarrer cette conférence en ligne sur les pratiques culinaires informelles avec des retours d'expérience de formalisation. Cette conférence en ligne donc, est organisée par le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, et s'inscrit dans le cadre d'un chantier un chantier de travail mené par le RTES sur économie informelle et économie sociale et solidaire, chantier de travail qui est soutenu par la NCT. En effet, les collectivités territoriales adhérentes du RTES se donnent 2 ans pour travailler ce sujet, échanger leurs réflexions, échanger leurs pratiques, les travaux de recherche-action, des dispositifs qu'ils ont pu mener sur le sujet, et avec l'objectif aussi de partager et créer des outils sur ces 2 années, avec deux grandes lignes qui définissent et qui tiennent le chantier de travail que se donne le RTES, qui sont le fait de vouloir favoriser dans certains cas, le passage d'une économie informelle vers l'économie formelle, en accompagnement des projets et initiatives des habitants et vers l'économie sociale et solidaire. Donc l'idée, c'est bien de formaliser des projets collectifs et solidaires. Et d'autre part, se donner aussi comme objectif de contribuer à la reconnaissance de l'utilité sociale de ces pratiques informelles, à la fois en termes d'emploi et d'insertion des personnes, mais aussi en termes de cohésion territoriale et de développement économique des territoires. Voilà les 2 grandes lignes que se donne le RTES et ses collectivités adhérentes sur ce chantier de travail. Donc la conférence en ligne d'aujourd'hui rentre dans ce cadre et porte plus spécifiquement sur les pratiques culinaires informelles, puisqu'elles font partie finalement des pratiques informelles les plus repérées par les collectivités territoriales adhérentes du réseau qui souhaitent travailler sur ce sujet, au même titre que les pratiques de mécanique de rue, auxquelles une visioconférence a déjà été consacrée, et que vous pouvez retrouver, dont vous pouvez retrouver l'enregistrement sur Internet. Donc voilà pourquoi un temps vraiment dédié à ces retours d'expérience de formalisation de pratiques culinaires informelles. Vous le verrez, aujourd'hui, on aura donc 2 retours d'expérience très différents. Puisque, enfin voilà, vous verrez pourquoi, mais en tout cas, nous avons un premier retour d'expérience mené par la coopérative d'activité et d'emploi CDP 49, avec Pascal Viau et Isabelle Petitot, pardon, qui auront l'occasion de se présenter davantage tout à l'heure et qui ont accompagné un groupe de femmes sur le quartier Belle-Beille d'Angers. Expérimentation qui est menée en lien et avec le soutien d'Angers-Loire Métropole à travers une flash cop qui est une forme de coopérative éphémère, mais là aussi, ils nous en diront plus, la flash cop Mam Cookie. Et un autre retour d'expérience qui est mené d'une recherche-action menée sur la ville de Grigny. Donc là, on aura plusieurs personnes pour en témoigner, revenir sur ces travaux. Donc Mathieu Morosini, en espérant
qui s'est connecté, qui est à la direction de l'aménagement et du renouvellement urbain de la ville de Grigny. Wada Nouri, qui est chargée de mission accompagnement social à la direction de l'action sociale aussi de la ville de Grigny. Roberta Boca, qui est chef de projet inclusion sociale au GRDR, qui porte cette recherche-action et qui aura l'occasion de nous présenter le GRDR, et Amandine Spire, qui est maître de conférence en géographie à l'Université Paris Diderot et qui suit également cette recherche-action. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Nous allons pouvoir démarrer. Je vous invite donc, comme je le disais, à utiliser le chat si vous souhaitez poser des questions ou demander la parole. Cette conférence en ligne est enregistrée et ben voilà, elle sera ensuite disponible sur le site du RTES. Vous étiez 75 inscrits et vous êtes actuellement 40 participants connectés. Alors, tout de suite, on va démarrer avec le retour d'expérience donc de la FlashCop Mam Cookies. Et donc, je vais demander à Pascal Viau et Isabelle Petitot, peut-être dans un premier temps, de présenter leur coopérative d'activité et d'emploi CDP 49 assez rapidement, puis ensuite nous présenter les origines du projet et ses différentes étapes. Et puis, voilà, j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour quelques questions. Pascal. Ok, bonjour tout le monde. Pascal Viau, je suis le gérant de la coopérative d'activité et le fondateur, avec Isabelle Petitot aussi présente. Et peut-être je vais laisser ma collègue Isabelle du coup présenter, dire en quelques mots ce qu'est la coopérative d'activité, puis je reprendrai ensuite la main sur le pourquoi de la FlashCop. C'est parti. Bonjour, Isabelle Petitot. Donc je suis associée salariée de la coopérative d'activité et d'emploi CDP 49, qui est donc en statut juridique SCOP. Notre quotidien, notre mission, c'est d'accompagner des entrepreneurs, donc ce qu'on appelle la TTPE, la très, très petite entreprise, des entrepreneurs qui sont 1, 2, grand maximum 3 sur un même projet. L'idée, c'est que nous les accompagnons à développer ou démarrer une activité en étant le back-office de cette activité, puisque nous avons en charge toute la partie administrative et comptable de chacune des activités. Donc voilà, donc un accompagnement à la fois individuel, à la fois collectif, puisqu'on propose des formations à la gestion d'entreprise, à la partie commerciale. L'idée, c'est vraiment de tester en grandeur réelle, en fait, son projet d'entreprise et de voir si ce même projet est en capacité de salarier ses entrepreneurs et de pouvoir en vivre correctement. Voilà. Donc, quand je dis tester en grandeur réelle, c'est que ces entrepreneurs sont réellement avec des vrais clients, testent leur capacité à devenir aussi entrepreneur, parce que être entrepreneur, c'est aussi un métier qui demande des compétences multiples et variées. Donc, quand on s'occupe de la partie administrative et comptable, ces entrepreneurs sont plutôt satisfaits parce que c'est en général ce que les SNEV n'aiment pas forcément faire. Et donc, eux développent ce qu'ils savent faire, leurs compétences et leur propre activité. Voilà, en gros, une centaine d'entrepreneurs aujourd'hui sur des activités diverses et variées. Donc voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des questions en particulier. Il y en aura après. Peut-être. Présente. Ouais. On est dans un réseau national qui s'appelle Coopérer pour entreprendre. Donc, voilà. J'ai cru voir dans la liste des participants qu'il y avait aussi des collègues d'autres coopératives d'activité et d'emploi qui étaient présentes. Depuis la création de la coopérative, on a une statistique à peu près constante, c'est 80% des gens qu'on accompagne sont demandeurs d'emploi. Et sur la fin des projets, on va dire que 25 à 30% retrouvent un emploi. Ce qui du coup, c'est un peu à l'origine de nos idées autour de l'utilisation du process de création d'activité au service de l'insertion, de l'inclusion, du retour vers l'emploi des personnes. Et on a commencé par travailler sur des coopératives à destination de jeunes, qu'on appelle coopératives jeunesse de service. Peut-être parmi vous, dans vos territoires, vous en avez une ou vous en avez entendu parler. Le principe étant de faire créer une entreprise à des jeunes entre 16 et 22-23 ans, le temps d'un été, pour les aider, pour aborder l'entreprise autrement, pour
comprendre comment fonctionne la société en faisant les choses pour avoir un autre rapport avec ces jeunes. On s'est questionné pourquoi à un moment, des gens qui sont sur des process de création d'activité retrouvent un emploi, et on s'est rendu compte que ce parcours était très utile pour eux sur la confiance en soi, sur tout un tas d'effets induits, indirects, qu'on ne mesure pas. Et on s'est dit, et pourquoi on n'imaginerait pas maintenant des formats d'intervention qui utiliseraient la création d'activités non plus comme une finalité, mais comme un support pédagogique. Et de là sont venus dans plusieurs endroits en France, et pas que chez nous, des idées de créer des entreprises éphémères, c'est-à-dire des entreprises qui ont une durée de vie très courte, qui vont fonctionner en conditions réelles, qui sont sur des modes collectifs. On est une coopérative, donc nous, on cherche à développer non pas l'entrepreneuriat individuel, enfin, on essaie de promouvoir l'entrepreneuriat en collectif ce qui va déboucher pour certains sur l'entrepreneuriat individuel. En tout cas, on est convaincu qu'il y a plusieurs, on avance plus vite et on peut aller plus loin, quoi. Donc, l'idée est venue avec des collègues de Laval, avec des collègues de Nantes, de tester des formats de création d'entreprise qui duraient une semaine, 10 jours, avec en 10 jours toutes les étapes de la création d'entreprise. À savoir la réflexion sur une offre, la création des supports de com, une marque, une journée de production, une rencontre avec un banquier, une journée de vente face à des clients, et puis la comptabilité et le bilan de tout ça. Et ça a été le principe un petit peu de ce qu'on a proposé au travers des flashcopes auprès de la communauté d'agglomération d'Angers-Loire Métropole, de dire, bah, écoutez, nous, on a un format d'intervention qu'on a envie d'essayer, d'explorer, avec un public plutôt éloigné de l'emploi, parce qu'on voulait vraiment mesurer un petit peu, voir les effets de cette dynamique de création d'entreprise pour des personnes qui avaient d'autres difficultés avant de pouvoir imaginer s'installer comme auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle. Et donc, cette expérience qu'on a menée, on a décidé au niveau national de la mener sur un même format, sur 10 territoires différents, avec un soutien de la Fondation de France, de la BPI, pour essayer d'en faire quelque chose de mesurable. Il était important pour nous de faire la même expérience sur 10 territoires différents pour pouvoir vraiment réfléchir et sortir des choses intéressantes dessus. Donc nous, sur Angers, on a choisi de travailler sur un quartier prioritaire, Belle-Beille, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Fabriquer Entreprendre, que vous connaissez sans doute, qui a été d'abord porté par la Caisse des dépôts, puis ensuite par la BPI. Les Fabriquer Entreprendre sont des dispositifs qui ont pour vocation à sensibiliser, accompagner l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires. Voilà. Et nous, on s'est intéressé dans ce quartier de Belle-Beille par l'action d'un correspondant Fabriquer Entreprendre. On nous a remonté qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient un projet de création d'activité, enfin, qui avaient des activités plus ou moins déclarées, on va dire, autour du culinaire, et qui seraient peut-être volontaires pour tester ça, dans une logique où notre flashcop pourrait être un déclic pour ces personnes. Un des objectifs de la flashcop, ce n'est pas de les transformer en entrepreneurs en 10 jours, c'est de créer chez ces personnes un déclic pour que peut-être elles passent de l'idée à l'action, ou qu'on arrive à débloquer un certain nombre de choses. Donc, forcément, on a travaillé sur un groupe de personnes qui ont été repérées par la Fabrique Entreprendre, en partenariat avec des associations locales sur le territoire, puisqu'on voulait absolument que cette flashcop ait un avant-parcours, un pendant et un suivi après dans la suite du parcours des personnes. Et donc, on a créé une entreprise de fabrication de cookies avec ces personnes, qui a duré sur 10 jours, 7 jours en présentiel. Et donc, je te laisse peut-être, Isabelle, raconter ces 7 jours rapidement. Comment ça se passait pour être concret, quoi. plutôt bien, on va dire. Non, c'est ce qu'on ne se connaissait pas. Donc, il y a eu toute une étape où on a libéré un peu, enfin, on leur a dit qu'elles étaient actrices de leur projet. Nous, on était vraiment là en accompagnement. Donc, je crois que c'était ça qui était aussi très, très intéressant.
Ça leur a permis aussi, alors elles savent, hein, c'était des femmes, on va dire, enfin oui, la plupart maghrébines, qui savent déjà cuisiner, qui n'ont pas peur d'ailleurs de faire un repas pour une centaine de personnes. Donc là-dessus, elles savaient faire. Elles ont quand même rencontré, je crois que ça c'était intéressant, elles ont rencontré un entrepreneur de la coopérative, donc c'était le métier. Et on a pu aborder comme ça, au fur et à mesure, tout ce qui était nécessaire, s'il y avait l'envie de créer, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, tout ce qui était autour de l'hygiène alimentaire, sécurité au travail, etc. Donc, c'est vrai que c'était un prétexte, cette FlashCOP, pour pouvoir collectivement aborder des sujets même autres que la création d'entreprises. Ce qui était marrant, c'est que tous les midis, du coup, ça c'est pour la petite blague, mais elle nous faisait un test de chacune de ce qu'elle savait cuisiner. Donc ça, c'était marrant. Il y avait tous les midis de quoi tester leur cuisine. J'ai envie de dire, et Pascal, il a raison, l'objectif de la FlashCOP n'était pas qu'elles sortent de la FlashCOP en voulant créer forcément leur propre activité, même si 2 d'entre elles, c'est ce qu'elles ont effectivement souhaité faire. Mais il y en a une, par exemple, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie de chez elle. Et donc, ce déclic d'être écoutée, de prendre confiance en elle, elle s'est inscrite à son permis de conduire. Et on trouvait que voilà, c'était quelque chose qui était aussi très intéressant pour ces femmes qui n'étaient pas sorties depuis très longtemps de chez elles, et évidemment même pas dans le quartier, enfin au dehors du quartier. Donc voilà, donc on a abordé, donc on disait l'hygiène, la sécurité. Il a fallu aussi vendre ces cookies. Et donc, il a fallu qu'elles aillent, avec un petit argumentaire commercial qu'elles avaient construit, mais qu'elles aillent vendre leurs produits, qu'elles aillent vers l'autre, des clients qu'elles ne connaissaient pas. Donc là, on en a vu certaines se découvrir et prendre de l'aisance du relationnel qu'elles n'avaient pas forcément avant. Et on s'est retrouvés dans ce groupe avec une particularité, c'est qu'on s'est retrouvés entre femmes. Et donc là, aborder aussi des sujets de la vie, de la religion même, de la culture. Enfin voilà, c'est des choses, en tout cas, c'était des moments pour elles, entre elles, et donc de pouvoir leur dire aussi qu'elles n'étaient pas toutes seules et qu'il y avait des structures, même dans leur quartier, qui pouvaient les accompagner sur un projet et personnel ou professionnel également. D'un point de vue pratique, on s'était calé à un événement qui avait lieu sur Angers, qui rassemblait un grand nombre de personnes. Ça permettait qu'on n'ait pas trop de temps à passer sur la communication. Donc, on avait une sorte de grand salon autour ça s'appelle les Galeries Recyclettes chez nous. Donc, c'est une manifestation qui accueille peut-être 5-6 000 personnes sur 2 jours, autour de tout ce qui est activité de recyclage. Et nous, on avait passé un deal pour avoir un espace pour vendre. Et à 11h, on avait tout vendu, en fait, tous nos gâteaux. Et c'est vraiment intéressant parce que ces personnes, c'est très valorisant comme support d'activité. C'est vrai que quand on parle insertion, on peut parfois avoir l'image des gens qui désherbent, qui taillent. Là, on était sur une activité qui était valorisante pour elles parce que elles racontaient qu'elles créaient leur propre entreprise sur des jours. Voilà, et il y a un chiffre d'affaires, et à la fin, ce chiffre d'affaires, une fois qu'on a déduit les charges, on versait une rémunération et elles se partageaient la rémunération. Elles ont touché un petit salaire. Alors, ce n'était pas grand-chose, parce que faut imaginer que cette entreprise, elle ne vend pas des milliers d'euros de chiffre d'affaires. On a peut-être vendu 1 000 euros dans la journée. Donc, il y avait 6 participants, divisé par 6 une fois qu'on a retiré les charges, la TVA, enfin, charges sociales, ça ne faisait pas un gros salaire, mais sur le principe, c'était assez intéressant. De cette expérimentation, on a remonté des infos au niveau national, et je pense que Chloé, on a un bilan national de cette expérimentation. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des effets produits, mais en tout cas, dans la démarche, on avait une démarche d'évaluation, on a enregistré tous les bilans individuels, parce que les bilans individuels des participantes ont été faits avec d'autres partenaires pour qu'il y ait une suite au parcours, et une suite au parcours adaptée à la situation des personnes. Voilà, et on a un sociologue a travaillé sur nos bandes qu'on a enregistrées. Il nous a dit ce qui est intéressant, c'est que
finalement, il y a tout un tas d'effets induits qui sont arrivés, qui n'étaient pas attendus. Et il disait, c'est vraiment ce qui est intéressant dans ces opérations, parce que vous avez là un support un peu nouveau, original, motivant. Vous avez réussi à maintenir une dynamique sur une dizaine de jours, et on peut espérer que ce genre d'opération est vraiment un effet déclic, un effet de valorisation sur la suite du parcours des personnes. C'est aussi pour ça que peut-être dans les freins qu'on pourrait, ou les précautions qu'on pourrait avoir sur ce type d'action, c'est que ça doit bien être une étape d'un parcours, et il faut absolument qu'il se passe quelque chose après. Donc, ce n'est pas quelque chose que une coopérative d'activité peut arriver et faire comme ça sur commande. C'est un travail qu'on peut mener en collectif avec des partenaires sur un territoire. Sinon, ça fonctionnerait pas bien, quoi. Voilà. Merci Pascal. Est-ce que peut-être justement, vous pouvez nous préciser particulièrement le rôle qu'a pu jouer la collectivité et enfin, voilà, dans la mise en place de cette FlashCOP, mais aussi peut-être dans l'amont et l'après que vous évoquiez l'un et l'autre? Alors, la collectivité, elle est engagée au travers de la Fabrique Entreprendre sur plusieurs quartiers sur l'agglomération. Donc, on a travaillé sur quel était le quartier peut-être le plus adapté, sur lequel il y aurait le plus de besoins. La collectivité nous a ouvert beaucoup de portes sur tout un tas de structures locales de ce territoire-là. Parce que nous, on est des acteurs de l'accompagnement à la création. On n'a pas forcément les clés ou le contact pour aller voir le chantier d'insertion, l'association qui fait des ateliers de proximité en bas d'immeuble. Et c'était important pour nous parce qu'on ne voulait pas arriver sur un territoire en étant parachuté comme ça, sur commande. Donc la collectivité nous a ouvert tout un tas de portes, à participer au comité d'organisation, comité de pilotage, sans nous donner des injonctions à faire d'une manière ou d'une autre. C'était intéressant parce que je pense qu'avec notre collectivité, il y a une confiance mutuelle et on a montré par le passé que quand on tentait des choses, ça se passait plutôt bien. Donc la collectivité vraiment nous a été utile pour ça. On a travaillé dans des locaux qui nous ont été fournis par la collectivité. Voilà. Enfin, la collectivité évidemment a financé. En termes de budget, j'ai envie de vous dire, c'est autour de 6 000 € l'action sur 10 jours. Après, les animateurs, il y avait 2 encadrants qui étaient avec le groupe pendant ces 7 jours d'action, qui s'étalent sur 10 jours. Et ces 2 animateurs, normalement, sont formés par notre réseau Coopérer pour Entreprendre. On a travaillé, je disais, on a remonté des informations pour avoir une vision un peu globale de l'opération. Et l'idée aussi était de rendre ce truc-là SMable, c'est-à-dire de dire, ben voilà, quelqu'un qui veut monter une FlashCOP, on a maintenant une formation, on a un savoir-faire, et maintenant, le deal qu'on avait passé avec la Fondation e-France, c'est qu'un territoire demain qui voudrait travailler sur une FlashCOP, eh ben, que Coopérer pour Entreprendre puisse proposer une formation sur le sujet. Donc voilà, la collectivité nous a ouvert des portes, a facilité beaucoup de choses, comme elle le fait toujours avec nous. Je ne sais pas, Isabelle, tu veux peut-être dire autre chose sur la collectivité ou j'ai résumé? Non, je crois que tu as dit le principal. On voit bien que cette action, comme beaucoup, il draine forcément autour d'autres acteurs économiques, insertion, collectivité. C'est le groupement de tous ces acteurs-là qui font effectivement qu'on puisse mettre en place, en tout cas, cette FlashCOP et son succès, quoi. Ça, c'est des effets intéressants parce qu'on a un peu tendance à fonctionner un peu en silo sur acteurs de la création d'entreprise, acteurs de l'emploi, acteurs de l'insertion. Et là, nous, on arrive avec un projet qui est un peu transfrontière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un peu de création d'activité, mais si on ne prend pas en compte certaines situations des gens qui participent, ça ne fonctionne pas. Donc forcément, on est en relation avec d'autres acteurs. Un exemple, une des participantes, c'est quelqu'un qui était en contrat d'insertion. Cette personne en contrat d'insertion, elle a bénéficié d'une PMSMP, donc période de mise en situation professionnelle, qui est un des trucs obligatoires dans son parcours d'insertion en chantier. Voilà, ça nous a permis de travailler avec de nouveaux acteurs et d'imaginer que la FlashCOP pouvait être une PMSMP, par exemple. Voilà.
Merci beaucoup à vous deux. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, demandes de précision sur ce retour d'expérience partagé donc, par Pascal Viau et Isabelle Petitot. Ce qu'on peut noter, en tout cas, c'est voilà, l'intérêt de cette FlashCop, qui est vraiment un temps, une coopérative éphémère sur un temps court, hein, c'est 7 jours. C'est aussi de mettre autour de la table un ensemble de partenaires en fait, impliqués sur un territoire et qui potentiellement peuvent vraiment être concernés par la question multidimensionnelle des pratiques informelles. On voit aussi l'intérêt quand même voilà, c'est pas en 7 jours que les personnes, si elles n'étaient pas encore formées à ces métiers, en l'occurrence au travail de cuisinière, ça peut en tout cas apporter un véritable déclic et peut-être aussi faire lien avec d'autres acteurs qui pourraient éventuellement les accompagner sur un plus long terme. Isabelle, tu as évoqué le fait que 2 personnes qui ont participé à la FlashCop ont envisagé de créer leur propre entreprise, structure. Est-ce que vous avez, peut-être sans rentrer dans le détail, effectivement, comme le disait Pascal, je pourrais partager sur le site du RTS le bilan qui a été fait de la FlashCop. Ça t'est demandé dans le chat, j'ai vu. Ouais, je vais regarder juste après les questions. Et du coup, et voilà, est-ce que peut-être dire un mot des autres personnes, de comment est-ce qu'une suite est envisagée, en lien avec quelle structure? Voilà. Ben, on en a une qui est venue à la coopérative, CDP 49, qui a testé un moment, à nouveau en tout cas, la création de ses propres gâteaux, puisqu'elle fabriquait elle aussi des gâteaux secs. Bon, elle a abandonné pour des raisons, on va dire, plus personnelles. Donc voilà. On avait 2 personnes qui devaient être suivies par le relais pour l'emploi. Et là, du coup, je ne sais pas trop ce qu'elles sont devenues. On a, alors j'ai des prénoms en tête. Nadia, du coup, elle a dû finir et elle a dû valider sa formation, Pascal, auprès de... Juste pour préciser que notre opération, on l'a fait en novembre 2019. Hein. Ouais, donc c'est pour ça que ça date un peu. Il y a eu un monde depuis, voilà. Donc voilà. Il faudra que je te dise, mais voilà, enfin, en tout cas, oui, ben, l'autre personne qui voulait créer s'est aperçue que pour créer, il était aussi pratique, et c'est d'elle que je parlais tout à l'heure, elle a passé normalement son permis de conduire. Enfin, elle a fait le lien, en fait. Une création d'activité, ok, mais si je reste dans le quartier, ben, ça limite, en fait, forcément, le développement de cette même activité. Donc, je vais peut-être enfin pouvoir me libérer, prendre confiance et passer mon permis pour ensuite, effectivement, dans son parcours, aborder peut-être la création d'activités. Bon, elle n'a pas revu depuis, mais voilà, en tout cas, c'était des réflexions qu'elles avaient les unes et les autres. Puis, il y avait une particularité, il y en avait une qui était déjà entrepreneur, mais qui s'était un peu précipitée sur son statut juridique. Et finalement, on nous a dit, ah oui, là, je comprends bien qu'il y a des choses que je ne fais pas, qui ne reste pas très, on va dire, alors ce n'est pas illégal, hein, mais notamment tout ce qui était normes hygiène. Et donc, elle nous a dit, bah oui, je comprends bien qu'aujourd'hui, il me manque effectivement cette formation. Et donc, elle nous a dit, après ce parcours des 7 jours, je vais m'inscrire à cette formation. Donc voilà, quelques exemples, et je ne les ai pas toutes, les 7-8, là, je ne pourrais pas dire. On pourra, dans le bilan, je crois que c'est noté tout ça, mais je ne pourrais pas te dire là comme ça. Je vais donner 2-3 réponses moi, aux questions du chat. Là. Les bilans nationaux, oui, Chloé pourra vous les soumettre. Moi, je peux aussi vous donner notre bilan de la FlashCop, parce que le bilan national, c'est général, ouais. C'est compilé. Nous, on peut vous donner un truc terrain, on pourra vous le transmettre. Il faut qu'on pense à le faire. Les 10 autres territoires, oui, c'était principalement des QPV, mais nous avions à cœur également de travailler sur les ZRR, les zones de revitalisation rurale, parce que tout le monde n'habite pas des quartiers classés prioritaires. Et il existe en France des endroits où on va dire que les gens peuvent être très loin de l'aide, d'une aide possible. Donc, on a travaillé sur des ZRR, notamment sur la Mayenne. Et en tout cas, ce que retrouvait chez toutes ces personnes, c'est que c'était des personnes qui étaient éloignées de l'emploi.
notamment dans les publics ZRR avec lesquels on a travaillé, on avait des publics migrants, c'est-à-dire des gens qui étaient arrivés il y a peu de temps. Et la FlashCop prenait une autre dimension, puisque ça devenait vraiment un support très intéressant, à la fois pour apprendre la langue française, et aussi pour comprendre comment ça marche notre société française, la sécurité sociale, les papiers, ah bah tiens, il me faut un papier, pourquoi un papier d'identité, comment on crée une entreprise? Parce que les gens qui ont participé de mémoire, c'était des gens qui avaient des compétences et qui avaient envie de créer une entreprise dans le textile, justement. Mais par contre, comment ça marche l'administration en France par rapport à la création d'entreprise, ils en étaient très loin. Et donc, cette FlashCop, elle a été animée en anglais. Voilà, et on est en train mes collègues sont en train également de traduire tous nos supports, d'adapter tous nos supports en français facile. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais bon, bref, c'est des choses qui permettent de faciliter, puisqu'on a travaillé également sur des flashcops avec des personnes en situation de handicap, sur mes collègues de Laval, et nous, on a travaillé avec des étudiants décrocheurs de l'université en 2020. Voilà. Parce que ce sont des publics intéressants. Je regarde les... Oui, merci questions. Pascal. Voilà. Peut-être une question de David Mathéos Escobar du Centre Ressources Poétiques de la ville. Cité Ressources, en quelle mesure votre expérience a-t-elle pu donner envie d'aller vers des pratiques entrepreneuriales déclarées de la part des personnes qui ont participé à cette flashcop? Avez-vous l'impression d'avoir pu démontrer la plus-value de s'inscrire dans une activité formelle plutôt qu'informelle? J'ai envie de répondre sur cette expérience. Oui, un certain nombre de personnes ont voulu se tester vers quelque chose de déclaré, mais se sont aussi rendus compte qu'il y avait certains freins à lever avant de pouvoir le faire. On a parlé du permis. Pour d'autres, c'était la langue française. Donc, on n'a pas déclenché, en tout cas, une création d'entreprise à la suite de ça. Par contre, on espère avoir, au sein de ce parcours, lancé quelque chose. Et dans notre expérimentation, on devait reprendre contact, et on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours facile de reprendre contact avec ces personnes 6 mois après. Est-ce qu'on a pu démontrer la plus-value de s'inscrire dans une activité plutôt formelle qu'informelle? Les gens avec qui on a pu en discuter, ils ont compris l'intérêt d'être un peu formel. Après, démontrer scientifiquement la plus-value de quelque chose, je n'ai pas de preuves scientifiques, mais juste une intuition ou des impressions. Mais ce n'est peut-être pas suffisant effectivement pour décider, pour affirmer quelque chose. Ce qui était intéressant aussi, Pascal, juste pour compléter, c'est qu'on leur a parlé de structures qui pouvaient les accompagner, ce qu'elles ne connaissaient pas du tout, en fait, restant dans le quartier, etc. On fait partie des structures qui peuvent accompagner ces personnes. Et on a un peu, en fait, balayé toutes ces structures qui pouvaient justement les aider, les accompagner pour pas qu'elles se retrouvent isolées. Et en fait, c'est par aussi des méconnaissances qu'elles n'y vont pas, ou par des peurs sans doute, et le fait de nous voir de visu, de pouvoir parler, de les écouter, a fait, à mon avis, l'idée de dire « Ah, je pourrais me retourner vers d'autres structures ou appeler pour demander si effectivement quelqu'un peut m'accompagner sur tel ou tel point en particulier. » Pourquoi 7 jours? Parce qu'on estime que pour maintenir une dynamique chez des personnes très éloignées de l'emploi, en tout cas sur nous, notre création de l'activité, c'est difficile d'aller au-delà de 7 jours. On s'adressait à des femmes, déjà il fallait gérer les problèmes de déplacement, les problèmes des enfants. Voilà. Et 7 jours, pour des gens qui n'avaient pour certaines pas travaillé depuis très longtemps, c'était déjà intense et difficile de maintenir le rythme. Suivre un travail de groupe, quand on n'est pas à l'aise avec soi, on avait des musulmanes et des chrétiennes, et des fois, voilà, et ça parlait un peu trop en arabe. Enfin, voilà, la dynamique de groupe, il ne faut pas croire que tout se passe bien, et voilà, il faut gérer ça. Donc, 7 jours sur 10, pour nous, ça nous semble le bon format pour ce qu'on espère, à savoir un effet déclic. L'objectif, c'est qu'il y ait une suite.
quel âge elles avaient. Je crois qu'elles avaient plutôt au-delà de 40 ans. Non, il y en avait une qui On avait en avait une 25. qui était plus jeune, celle qui Voilà. justement a passé son permis. Voilà, Là. mais ça pouvait aller jusqu'à 50 et Ouais, quelques, ouais, 55. complètement. Alors, nous avons peut-être une dernière question pour l'instant, en tout cas. Est-ce qu'une coopérative d'activité et d'emploi généraliste peut accueillir des activités de transformation alimentaire du point de vue de la réglementation des assurances? Question posée par Xavier Riet de la région Grand Est. De mon point de vue, ça ne pose pas de problème et je dirais même que je pense que les coopératives d'activité, elles sont un bon lieu, elles sont un bon outil pour porter des lieux de transformation de ce type. Moi, j'aimerais bien que sur notre collectivité, à un moment, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà proposé, aujourd'hui, il doit y avoir quelques restaurants qui ne sont pas en forme ou qui sont à vendre. Je pense que c'est un bon lieu parce que nous-mêmes, on a des besoins par rapport aux entrepreneurs qu'on accompagne d'avoir un local de transformation sur une journée, sur 2 jours. Des gens qui ont des activités traiteurs, ils n'ont pas forcément besoin, ils ne peuvent pas louer une semaine entière un restaurant ou une cuisine. Et je pense qu'autour d'un espace de production, on pourrait faire plein de choses. On pourrait travailler avec des associations du quartier qui pourraient fournir un repas tous les jours. On pourrait, nous, travailler sur des flash coops. On pourrait sous-louer pour des gens qui ont besoin de manière ponctuelle. Parce que oui, on peut faire un couscous pour 100 personnes de chez soi, mais par contre, c'est tellement mieux si on le fait dans un local aux normes, en respectant la marche en avant et les températures. Donc, ouais, je pense qu'une CE généraliste, ça peut être un bon hub pour imaginer comment un lieu comme ça pourrait être multifonctionnel et ouvert à des associations, à des entrepreneurs individuels, à des gens qui veulent se tester, à tout un tas de publics. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous et puis peut-être il y aura d'autres questions. Je propose maintenant qu'on passe au témoignage de la recherche-action menée sur Green. Alors, avant de donner la parole à Mathieu Morosini, je voudrais m'assurer que Roberta est bien avec nous. Oui. Ah, super. Et je crois que la connexion est meilleure, d'ailleurs. C'est très bien, on t'entend très bien et si besoin, je t'ai envoyé les numéros de téléphone. Mais voilà, excusez-nous pour ce petit point technique. Alors voilà, pour présenter le travail mené sur la ville de Grigny, nous avons donc quatre intervenants voilà, qui auront l'occasion de se présenter quand ils prendront la parole. Et donc, on va tout de suite donner la parole à Mathieu Morosini, qui est à la direction de l'aménagement et du renouvellement urbain, pour nous présenter voilà, dans quel contexte ce projet a émergé, s'est impulsé, et quelle a été la volonté de la ville de Grigny, quelle est la volonté de la ville de Grigny à l'origine de cette recherche-action. Et mon collègue Pierre-Alain Simon va normalement partager la vidéo comme convenu. Mathieu, vous êtes avec nous? Oui. Bonjour à tous, merci. Du coup, donc, je m'appelle Mathieu Morosini, je travaille au sein de la commune de Grigny. Je suis responsable de la lutte contre l'habitat indigne, qui est un vrai sujet au sein de notre territoire. Donc, je vais simplement vous faire une petite intro rapide pour vous permettre de vous présenter un peu le territoire et la ville de Grigny. C'est vrai que je ne sais pas si tout le monde situe bien et connaît la ville de Grigny, ce n'est peut-être pas forcément le cas. C'est vrai qu'on a eu une attention médiatique toute particulière ces derniers temps sur Grigny, en tout cas du fait de notre maire. Mais donc voilà, donc l'idée c'est de vous présenter un peu les enjeux sur le territoire et les difficultés auxquelles le territoire est susceptible d'être confronté pour introduire le projet. Alors je ne sais pas si vous voulez voir la vidéo en premier ou… Non, en fait, c'est en même temps. Comme ça, on donne de la visibilité à ce dont tu parles. Ok, pas de souci. Du coup, Grigny, donc, c'est une commune urbaine d'Île-de-France, dans le sud de l'Essonne, de 30 000 habitants,
qui est grosso modo séparé en 2 quartiers qui s'opposent et qui sont coupés par l'autoroute A6, avec d'un côté un quartier social de logements sociaux de 3000 logements sociaux d'environ 10 000 habitants. Et quand on traverse l'autoroute, donc le quartier dit de la copropriété de Grigny 2, qui est une copropriété privée dégradée de 5000 logements privés, donc 17 000 habitants. Le projet qui va vous être présenté aujourd'hui par Roberta du GRDR se cantonne plutôt à cette copropriété de Grigny 2 pour différentes raisons, mais voilà, les femmes qui interviennent vivent plutôt sur cette copropriété de Grigny 2 et exercent leur activité plutôt au sein de cette copropriété de Grigny 2 à la sortie de la gare, en fait, qui est au pied de la copropriété de Grigny 2. La commune de Grigny, c'est une commune qui est confrontée à pas mal de difficultés sociales, avec un taux de pauvreté qui est extrêmement important. On est à près de 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec un taux de chômage qui aussi est très important, un taux d'enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme, sans être titulaire du baccalauréat, extrêmement très important. Qui s'explique par tout un tas de raisons diverses et variées, mais notamment par la présence sur notre territoire de cette copropriété dégradée qui, au fur et à mesure des années, on a fait le constat que voilà, c'était une poche d'entrée pour tout un public nouvellement arrivé sur le territoire, qui arrive et qui vit dans des conditions de logement assez dégradées. Pour repréciser l'opération qui se passe sur Grigny 2, l'opération urbaine d'aménagement urbain, on a une opération de requalification des copropriétés dégradées qui est un dispositif spécifique d'intervention de l'État sur ces grands ensembles type privé, copropriété privée dégradée, qui permet de mobiliser une multitude d'acteurs publics sur le territoire et sur le quartier pour permettre justement le redressement à long terme de cette copropriété. Pour faire le lien et repasser la parole à Roberta du GRDR qui nous expliquera plus en détail le projet et l'association, on s'est rendu compte il n'y a pas forcément très longtemps, ce n'est pas forcément un phénomène très ancien, voilà, que ce phénomène de vente à la sauvette à la sortie de la gare et aux abords de cette copropriété dégradée est apparu depuis quelques années maintenant, avec différents types d'objets vendus et de vendeurs, avec donc toute une offre culinaire plutôt faite par des dames d'un certain âge, et une vente plutôt plus en arrière-plan de cigarettes, faite plutôt par des jeunes hommes, souvent en situation irrégulière sur le territoire. Quand on s'est rendu compte de ça, nous, au sein de la collectivité, on l'avait constaté physiquement, mais on n'avait pas forcément pris l'ampleur du phénomène. C'est vrai que c'est des phénomènes qui, en région parisienne et sur d'autres villes, j'imagine, sont assez connus. En grande couronne, assez loin de Paris, c'est quand même pas forcément très courant. Et donc, c'est vrai que nous, ville, on n'avait pas forcément les outils pour faire face à ce type de phénomène. Et la vraie problématique, c'est qu'on a été alerté assez régulièrement par toute une partie de la population qui se sont sentis démunis face à ce phénomène de vente à la sauvette, de vente de nourriture, qui se sont sentis agacés, qui ont perçu assez négativement cette activité, cumulée à toutes les problématiques rencontrées sur le quartier, sur la ville, sur la copropriété, de déchets, d'insalubrité, de difficultés à vivre sur ce quartier. Ils ont vu ce phénomène de vente de nourriture s'agréger à toutes les difficultés de vie auxquelles ils sont confrontés. Et donc, la volonté politique qui a été de l'époque et donc toujours celle d'aujourd'hui a été donc d'essayer de voir comment on pouvait au mieux intégrer et s'intéresser à l'activité de ces dames pour voir comment faire en sorte qu'elles puissent exercer cette activité d'une autre manière, ou en tout cas d'une manière plus structurée. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché donc d'une ONG, en l'occurrence le GRDR, à qui je vais passer la parole. Merci Mathieu. D'ailleurs, désolé, la vidéo, évidemment, il y a quelques soucis de connexion. Donc, on avait pensé de faire passer quelques images pour donner un peu le contexte. D'ailleurs, moi, je n'ai pas la vidéo parce que moi aussi, j'ai des problèmes de connexion. Et donc, j'avais demandé à Chloé de pouvoir partager un PowerPoint avec vous, comme ça, vous serez
exempté de ma vidéo, mais au moins vous aurez quelque chose à regarder en même temps. Donc, comme disait Mathieu, ça fait depuis 2019 que donc on a commencé un double travail à Grigny. Donc, Chloé, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit prochaine. OK. Donc, comme on peut voir sur la prochaine slide, en gros, les projets, il est divisé sur deux gros thématiques, au sens où d'un côté, il vise à accompagner du point de vue social et professionnel un groupe de femmes immigrées qu'on a rencontrées donc sur les parvis de la gare pour les aider à aller vers une formalisation de leur activité et essayant que ça soit une activité génératrice de revenus. Et de l'autre côté, on a aussi un projet de recherche-action qui est venu compléter l'accompagnement qu'on donne. Pour faire l'idée, ça serait d'arriver à faire changer les représentations qu'on a, surtout des publics précaires dans les QPV et encore plus des femmes immigrées, et arriver peut-être aussi à modéliser les processus qui nous a menés dans cet accompagnement des femmes. Autre slide. C'est pour ça que donc, selon l'aspect qu'on souligne, on peut dire qu'on a plusieurs partenaires dont Réveil, que c'est l'association qui nous accompagne le plus dans ces projets parce qu'elle nous permet, elle fonctionne comme une couvreuse qui nous permet donc de démarrer des activités pour vérifier leur rentabilité avant même de devoir faire des formalités juridiques, on va dire. Les CCAS de Grigny, dans la personne de Wada, qui tout à l'heure prendra la parole, la ville de Grigny plus en général, Grand Paris Sud et les CFP de Grigny, que c'est le centre de formation qui donc nous aide à former les dames en question. Et de l'autre côté, donc, autre slide, on a donc un panel des bailleurs et des personnes qui financent nos activités assez variées, parce qu'on a la ville de Grigny sur l'accompagnement et aussi la Fondation Raja, l'Agence nationale de cohésion des territoires sur l'aspect d'insertion des femmes éloignées de l'emploi, les départements de l'Essonne sur la même thématique, la Diane, donc le ministère de l'Intérieur sur l'accompagnement des primo-arrivants, et la Fondation Paris Habitat sur tous les volets de recherche-action. On passe à l'autre. Donc, pour résumer un peu les objectifs du projet, ça serait surtout contribuer à changer les regards sur ces problématiques et même sur cette population et aider cette femme à devenir actrice de leur projet, leur donnant tous les moyens pour arriver à ces buts. Et donc, les objectifs sont 3 objectifs principaux. D'un côté, analyser les freins et les atouts de ces femmes pour les accompagner au mieux dans le projet. Un deuxième, développer un dispositif d'accompagnement vers l'emploi qui permet aussi de débaucher sur des activités formelles génératrices de revenus. Et troisième, développer aussi une offre d'emploi, une offre d'alimentation solidaire et de proximité à Grigny, parce qu'on s'est rendu compte, donc, en arrivant en novembre 2019 sur les parvis, que l'activité des femmes répondait à des besoins réels. Et c'est un autre point qu'on a vu aussi dans d'autres interventions avec l'RTOS, surtout sur la question des mécaniques de rue. On a pu constater que donc, les activités d'accompagnement social, ils s'inséraient dans les deux cas, par exemple, dans un réménagement urbain dans lequel les sociales reprenaient sa place sans fin. Et de l'autre côté, le fait que ces activités-là répondent à un besoin et aux moyens financiers de la population, qui donc souvent sont des hommes isolés qui n'ont pas forcément capacité ou envie de cuisiner, ou des familles qui sont à l'hôtel, qui n'ont pas donc des cuisines. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé tout un projet qu'on vous expliquera plus dans les détails bientôt dans les slides. On passe à la prochaine. Donc, pour donner un peu l'idée des femmes, de ces groupes de femmes, on a rencontré depuis 2019 64 femmes entre 19 et 65 ans. Donc, c'est assez varié comme profil, souvent analphabètes, souvent avec des enfants, la plupart originaires de l'Afrique subsaharienne, donc Sénégal, Mali, Guinée, Congo et Côte d'Ivoire, avec aussi des difficultés à
à entrer dans un travail stable aussi lié aux problèmes de reconnaissance de leur handicap par les services sociaux. Elles sont toutes logées sur Grigny et il y avait un manque de connaissances et des connaissances de leurs droits aussi sur lesquels on a travaillé grâce à ces projets. Donc, si on arrive plus directement sur les projets Les Mamas de Grigny, il faut dire que parmi les 64 femmes qu'on a rencontrées, 15 se sont impliquées un peu directement dans les projets culinaires. 8 femmes ont constitué l'association Les Mamas de Grigny, qui a été déposée à la préfecture et reconnue en décembre 2020. Et actuellement, donc, il y a 10 cuisinières parce qu'il y a 2 nouvelles personnes qui ont intégré. Et il y a 3 nouvelles personnes qui sont en stage d'observation, au sens où elles viennent connaître les activités et elles commencent à cuisiner avec les femmes. Et pour aller encore plus loin, donc on est parti dans la structuration du projet Les Mamas de Grigny, on est parti d'un constat, c'est-à-dire la faible rentabilité du travail informel, qui est complément souvent pour d'autres activités, ou sinon que c'est la seule entrée que les personnes ont, mais qui permet un bénéfice journalier entre 10 et 20 euros par jour de présence, sans compter la perte en matière dérivée des interventions des polices. Et donc, on a estimé que les bénéfices mensuels sont entre 400 et 600 euros par mois par personne. Et c'est pour ça que les projets, au début, avaient comme objectif d'arriver à un revenu régulier qui puisse permettre aux femmes de quitter les parvis de la gare, parce que c'était, donc quand on les a rencontrées, on a commencé tout d'abord à faire des réunions avec elles pour savoir quels étaient leurs besoins, leurs attentes, comment elles se voyaient aussi dans Grigny, dans l'espace public et tout ça. Et c'est comme ça qu'elles nous ont souligné à plusieurs reprises, d'un côté, l'envie d'avoir un lieu de travail plus digne, et de l'autre côté, de ne pas perdre leur visibilité, parce que quelque part, les parvis de la gare, c'était les seuls moyens qu'elles avaient de se faire remarquer. Et c'est pour ça que donc, on a cherché, trouvé plusieurs endroits dont on essaye encore de stabiliser les meilleurs endroits pour faire de la cuisine dans un endroit professionnel, qui permet donc de suivre aussi les règles d'hygiène et permettre aussi une meilleure gestion de la matière première et arriver aussi à travailler ensemble et donc à avoir aussi un échange des pratiques, des savoir-faire entre les femmes qui sont donc d'horizons très différents parce que l'Afrique subsaharienne, elle est assez différente. Les accomplissements, pour en citer quelques-uns, c'est plusieurs formations qu'elles ont pu suivre. Donc déjà, une formation en HSCCP parce que c'était la base pour pouvoir travailler en cuisine. Formation en pâtisserie, en comptabilité, en communication, parce que d'ailleurs, depuis qu'elles ont monté leur association, l'idée c'est de les amener à être autonomes et à gérer elles-mêmes l'association, en sachant que la plupart des femmes impliquées ne savent pas lire et écrire. Donc c'est un peu, ça fait partie des problématiques, des freins à lever. Depuis le 1er mars 2021, on a pu ouvrir un traiteur solidaire qui a pu déjà produire plus de 800 repas qui ont été distribués aux personnes en précarité dans la ville grâce au partenariat avec les CCAS, parce que donc, depuis le début du projet, on a commencé à répondre à quelques petites commandes publiques juste pour remobiliser les dames et on a vu que ça fonctionnait, que la cuisine, c'était un savoir-faire qu'elles avaient, un projet aussi de réinsertion dans l'emploi. Et c'est de cette manière qu'on a monté cette idée des traiteurs solidaires, toujours en concertation avec la ville. Et les CCAS, quelque part, nous commandent des repas qui après vont être redistribués à toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à une cuisine ou à des repas chauds. Donc, les femmes, elles travaillent 2 demi-journées sur la semaine, que c'est le lundi après-midi et le jeudi matin. Et on arrive vers la fin des slides. Donc, ce qui reste à accomplir, c'est bien évidemment arriver à ouvrir un restaurant associatif solidaire, parce que les traiteurs, on était en plein Covid, donc déjà, c'était compliqué d'ouvrir un restaurant.
Et en plus, ça répond un peu aussi à les besoins de structurer l'activité petit à petit. Donc, l'idée, ça serait d'ouvrir les restos associatifs solidaires à Grigny. On attend toujours d'identifier les bons endroits avec la mairie, d'arriver à faire des nouvelles formations et aussi trouver une structuration qui permet, un format qui permet de structurer du point de vue administratif et financier l'activité. Parce que tant qu'on est association, on fait les traiteurs et on n'a pas beaucoup d'entrées, on va dire, on arrive à les gérer en tant que cadre associatif. Mais c'est vrai que si les restaurants arrivent à marcher très, très bien, chose qu'on leur souhaite, ça va devenir un peu plus compliqué à gérer du point de vue administratif et financier. On va vers la fin, donc les perspectives, toujours liées à cette ouverture du restaurant. Les restaurants, il répondra donc à un manque de services de proximité, parce qu'à Grigny, il y a très peu de restaurants et presque aucun dans les alentours de la gare. Donc, ça serait aussi répondre à un besoin de la population. Ça créera une alternative de travail durable et digne pour les femmes qui en accompagnent. Ça pourra aussi multiplier les occasions de mixité et de liens sociaux parce que ça sera ouvert bien évidemment au public en précarité, mais aussi aux travailleurs de la ville, aux employés d'autres structures sur la commune. Et donc, ça pourrait créer aussi des mixités qu'avant on ne voyait pas forcément. Et donc, ça répond évidemment à un besoin de la population. Et on arrive à la dernière slide. L'autre perspective intéressante, donc si d'un côté on a les restos solidaires, de l'autre côté on a ces travaux de recherche-action, que selon nous, ça peut amener vraiment à quelque chose d'important parce que c'est sûr, ça va produire des connaissances théoriques et qu'on voudrait pouvoir utiliser pour faire changer les pratiques envers cette population en précarité. Et de l'autre côté aussi, les besoins qu'on a vus en échangeant avec beaucoup d'autres associations qui travaillent un peu dans le milieu, parce qu'il y a une sorte de manque de capitalisation d'expérience et de connaissances dans ces domaines. Arriver aussi à essaimer des pratiques innovantes dans d'autres territoires, tout en sachant qu'on sait que ce n'est pas une baguette magique. On arrive ailleurs, on repropose les mêmes projets et ça marche. Donc, c'est aussi pour ça que les connaissances sur un territoire sont importantes. Et aussi créer et faciliter des interactions positives entre les différents acteurs de ces projets. Parce que déjà, on a vu des liens s'instaurer entre les femmes, les CCAS, les mères qui sont venues manger aux traiteurs, qui avant n'étaient pas forcément évidents. Et juste pour expliquer aussi, parce que par rapport au projet qu'on vient d'écouter sous Angers, c'est vrai que la particularité de ce projet, c'est que tous les projets s'insèrent aussi dans la problématique des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas forcément une situation administrative stable qui permet donc d'être inséré dans un parcours d'accès à l'emploi standard. Et c'est pour ça que tous ces processus voudraient d'un côté accompagner à l'autonomie en permettant tout à fait d'apprendre aussi tous les cadres des codes sociaux, des codes dans le monde du travail et aussi accompagner sur les volets social, administratif les personnes pour leur permettre de pouvoir sortir positivement aussi de l'association si elles ont d'autres idées de parcours. Merci beaucoup, Roberta. Je pense qu'après, on partagera une vidéo, mais peut-être avant, je voudrais effectivement partager une question de David Mathéos Escobar du CRPV Cité Ressources, qui d'abord vous remercie pour ce partage d'expérience et vous félicite, mais qui aimerait en savoir un peu plus sur le GRDR. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas. Si Roberta, tu peux juste nous dire quelques mots sur le GRDR. Oui, j'ai la chance d'être avec les coordinations de l'antenne Île-de-France, donc je lui laisse la parole. Merci, merci Roberta. Et ouais, je peux donner quelques éléments. Donc, moi, je suis Jonathan Stebig,
En quelques mots rapides, le GRDR, c'est une vieille ONG qui a 50 ans, qui son cœur de métier est le développement local dans les pays d'Afrique de l'Ouest et spécifiquement dans le bassin du fleuve Sénégal. Et depuis une vingtaine d'années, en fait, on a une histoire un peu de proximité avec les premières vagues migratoires arrivées en France dans les années 60 et qui ont eu des besoins qui ont évolué avec le temps. Et la structure, en fait, a muté au fur et à mesure de l'évolution de ces besoins. Et depuis les années 2000, on a tout un volet qui s'est développé autour des questions d'insertion et d'accès aux droits en France de ces populations migrantes, mais parfois vieillissantes, sur les questions de santé, de retraite, d'emploi, d'entrepreneuriat. Et pour faire la connexion un peu avec ce projet plutôt autour de l'approche métier et filière, c'est vrai que ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a expérimenté sur d'autres filières comme les cosmétiques, d'autres expérimentations sur la cuisine de rue, également le textile, sur des projets qui ont peut-être moins abouti que celui-là. Et je pourrais situer peut-être 2-3 conditions qui ici ont été réunies et qui ont permis de fonctionner. La première, c'est ce qu'évoquait Roberta sur une question de double temporalité. En fait, on a pu aborder ces femmes pas en leur proposant de s'inscrire dans un parcours classique d'insertion vers l'emploi qui, du coup, condamnerait la solution de survie qu'elles ont trouvée, qui est de faire de la vente sur le parvis de la gare. Donc, en fait, en arrivant avec une solution de rémunération, à savoir un client qui était la mairie de Grigny, donc une vraie volonté municipale de pouvoir donner des solutions financières, on a tout de suite proposé du coup de mettre ces femmes en situation de prestation. Donc, en gros, le manque à gagner était compensé par un client qui était sur place. Et du coup, la deuxième condition était l'association intermédiaire qui était Réveil, qui nous a permis de faire de la facturation et d'avoir du coup une interface formelle dans la relation entre la mairie, le client et les femmes du coup en situation d'informalité. Et c'est vrai que du coup, cette double temporalité, d'être capable à la fois de répondre à la demande d'urgence, qui est du coup de trouver des ressources pour travailler sur un projet professionnel ou un projet d'insertion sur un temps plus long, c'est vraiment une condition à la réussite de ce type de projet. Et la recherche-action, en plus le financement de la Fondation Paris Habitat qui est arrivé par-dessus ça, nous permet vraiment de travailler sur des questions de modélisation ensuite pour voir voilà, dans quelle mesure, sur quel type de profil de public et quelles conditions on peut trouver des solutions de duplication pour répondre à cette problématique qui se retrouve, je pense, un peu partout en France, dans les grandes villes. Donc, voilà. Donc, on pourra partager aussi quelques éléments sur le GRDR un peu plus globaux, mais c'était pour donner ces éléments. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. J'ai vu les questions. Seulement, je vous propose qu'on poursuive la présentation de ce retour d'expérience avec tout d'abord une vidéo et puis ensuite les interventions de Wada Nouri et Amandine Spire. Et après, bien sûr, je partagerai vos questions. D'abord, une vidéo qui, j'espère, va bien passer. C'est pas sûr. Oui, après, je pense que si la vidéo, elle est comme celle qu'on a vue tout à l'heure, on pourrait laisser tomber. Alors, c'est dommage parce qu'on a essayé ce matin, ça fonctionnait très bien. On fait un essai et... Tu ne connais pas Aïssa. Moi, je vais te blesser un jour ici, là. J'avais le restaurant là au pays, chez nous, au Congo-Kinshasa. Quand je suis arrivée ici en Europe, en France, j'ai continué toujours à faire la restauration. Maintenant, on fait la nourriture africaine. Tous comme nourriture africaine, on fait ça. Bon, il y a des Maliens, il y a les Guinéens, il y a le Congo, il y a le Côte d'Ivoire. On est ensemble. C'est maman de Grigny. On fait tous les plats, on fait les plats cali, on fait les poissons à la braise, on fait les brochettes, on fait les tout ici. Aujourd'hui, on fait le tchèvre. On fait le tchèvre avec les poissons. Qu'est-ce que vous préparez? Il y a un peu de pommes de terre, les carottes. Tu me vois là, tu ne me connais pas. Tu me vois comme ça, tu ne me connais pas. Voilà. Tu ne me connais pas. Moi, je vais te blesser un jour ici, là. On a commencé les restaurants, on a fait aussi les formations pour apprendre à préparer la nourriture française. Donc on est content, très très content. On va faire tout possible, ça va aller. Inch'Allah, ça va. On cuisine pour vous, avec l'amour. On fait ça pour vous.
On cuisine avec l'amour, avec vraiment l'amour. On fait ça pour vous et en bon prix. Merci. On fait pas. 1, 2, 3. Oui, j'en profite pour remercier Olivier Cousin, qui est un réalisateur qui est connecté avec nous, qui est en train de faire un film sur les mamans de Grigny, justement, et ça, c'est un petit extrait qu'il a fait pour pouvoir faire de la publicité aux mamans. Et c'est pas encore les définitifs, on va les voir avec les mamans même qui vont décider quelles images garder, la musique et tout ça. Donc, merci Olivier. Et bravo, ça fait du bien aussi, effectivement, d'avoir ces images et ce son. Alors, est-ce que Wada Nouri est bien avec nous? Donc, chargée de mission accompagnement à la direction de l'action sociale de la ville de Grigny. Oui. Ah, Wada. Oui, Vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour. Donc, Wada Nouri, chargée de mission accompagnement social hors code. Donc, c'est l'opération de requalification des copropriétés dégradées. Donc, c'est le projet urbain qui concerne le quartier de Grigny 2. Effectivement, nous accompagnons l'association Les Mamas de Grigny depuis sa création et bien en amont, effectivement, en lien avec le GRDR qui fait le pont entre justement ces femmes qui bien souvent en dehors des radars de la société. Effectivement, on est parti de plusieurs enjeux. Effectivement, nous avions le projet urbain, effectivement, le projet d'aménagement de la gare, pour nous qui devait passer aussi par le social, parce qu'effectivement, ces dames sont habituées à vendre des brochettes et des boissons à la sauvette sur le parvis de la gare, mais elles font en fait l'objet souvent de contrôles permanents de la police, enfin les services de police qui sont peu conciliants avec l'activité informelle. Nous avions aussi un enjeu, c'est celui des crispations et des tensions qui sont palpables aussi avec une partie de la population, effectivement, qui se plaint justement de cette activité informelle autour du parvis de la gare. Et nous savions aussi également que cette activité générait, elle répondait aussi à un besoin d'une alimentation accessible pour une partie aussi de la population de Grigny qui habite le quartier et qui a besoin de s'alimenter à bas prix, on va dire. Une population souvent jeune aussi, qui cohabite souvent dans le même logement, des fois dans la même chambre. Et donc, on avait une multitude d'enjeux à concilier, Et on partait justement, effectivement, du constat que le répressif ne règle rien, il déplace, et que ne fonctionne pas. Donc, on avait fait appel justement à Roberta et le GRDR pour justement prendre contact avec ces mamas et de les organiser pour qu'elles puissent faire de leur activité, leur activité devienne stable et qu'elle soit reconnue. Donc, on part vers une formalisation justement de cette activité-là. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à mi-chemin. Il y a des étapes qui ont été franchies, d'autres qui restent à concrétiser, effectivement, notamment la question du restaurant social. Nous faisons face à des freins qui sont à lever. Notamment l'identification d'un lieu qui peut faire office justement du restaurant social. Nous avions exploré plusieurs pistes, notamment celle du food truck. Le food truck, effectivement, on s'est aperçu qu'aucune des dames n'avait le permis pour développer justement cette activité. Nous nous sommes aperçus aussi qu'il y avait pas mal de problématiques liées au statut juridique de ces dames. On voulait aussi que ce soit une activité qui soit autour de la gare pour justement qu'il n'y ait pas d'autres personnes en fait, qui viennent prendre la place, parce qu'on va formaliser l'activité de ces dames et d'autres personnes pourraient venir aussi
et remplacer les mêmes dames au même endroit, parce que justement, il y a cette question de l'offre et de la demande. Voilà, il y a une population grinoise qui a besoin d'avoir une offre alimentaire accessible. Du coup, on voulait voilà, combiner un peu toutes ces problématiques, ces questions en tout cas, et de leur donner, de sortir par le haut de cette situation, qu'il y ait un changement de regard vis-à-vis des femmes, ces femmes-là, qu'elles deviennent actrices de leur vie, effectivement, et tout ça. Et donc, voilà, il y a du travail. Des fois, c'est compliqué, effectivement, parce que c'est frustrant. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette question-là et que ça avance pas autant à la vitesse qu'on voudrait que ça avance. Peut-être il y a des choses. On sait très bien que la question de la régularisation, ça se fait pas du jour au lendemain. Effectivement, ça prend du temps. On n'a pas la main dessus. Effectivement, on essaie de travailler avec les services préfectoraux, mais c'est pas toujours évident. La question du modèle économique qui est aussi toujours à rechercher, parce qu'aujourd'hui, nous subventionnons les deux à l'entrée et à la sortie. Le CCAS paye les matières premières, ou une grande partie de la matière première via l'épicerie sociale notamment, ou aussi en faisant lien avec l'association caritative. Et ensuite, à la sortie, c'est le CCAS qui va acheter les produits en fait des mamas pour les distribuer justement dans les hôtels sociaux pour les personnes en grande précarité. Donc, on est toujours à la recherche justement de ce modèle économique permettant à ces femmes de pouvoir générer des ressources suffisantes pour qu'elles soient autonomes. Nous sommes effectivement basés sur l'intégration des compétences acquises dans les pays d'origine. Effectivement, c'était la cuisine, comme disait une des mamas. Mais peut-être qu'il va falloir réfléchir aussi à orienter d'autres, parce que en fait, finalement, aujourd'hui, on arrive à... On pense que les mamans ne vont pas pouvoir générer autant de ressources pour tout le monde, en fait, pour qu'elles puissent vivre dignement et qu'on puisse... Donc, peut-être qu'il y a certaines mamans qu'on devrait aussi travailler avec elles la question de la formation, de la professionnalisation sur d'autres métiers que les métiers de la cuisine. Sur la question du restaurant social, effectivement, c'est un point d'achoppement encore. Nous avons quand même avancé en répondant à des appels à projets pour l'aménagement, l'achat du mobilier de la cuisine et l'aménagement de cette cuisine professionnelle. Nous avons aussi réfléchi aussi à je ne sais pas si vous voyez les baraques à frites dans le Nord, on pourrait aussi envisager aussi de mettre en place justement une baraque mais qui soit officielle, mais devant la gare, qui permet aussi aux dames de garder la même clientèle. Donc voilà, tout ça c'est en chantier encore, espérant qu'on va réussir à faire aboutir justement ces projets dans le court terme. Merci beaucoup, Eleonore. Peut-être on poursuit avant de partager les questions avec quelques retours d'Amandine Spire, qui est maître de conférence et qui suit, je crois, cette recherche-action, mais elle va nous en dire plus. Merci, Chloé. Je vois qu'il est 15h17. Juste de combien de temps Alors, oui. Tu peux utiliser, je peux parler pendant longtemps, comme je suis prof, parfois ça peut être terrible. Non, effectivement, pas très longtemps, puisqu'on se donne jusqu'à 15h30. Il y a quelques questions que j'aimerais partager, ça va aller vite. 7-8 minutes. C'est beaucoup, ok, d'accord. Alors, du coup, je vais partager mon temps en deux. Je vous propose, moi, juste de dire quelques mots de comment je me situe par rapport au projet qui vient d'être présenté. Quelques pistes qui sont en train d'être travaillées, parce que c'est un projet en cours, on n'a pas terminé, donc on ne peut pas encore tirer un bilan, il y a encore moins les résultats de recherche, mais un peu les réflexions qui sont en train de se construire. Et puis du coup, je laisserai 3 minutes de la fin, on pourrait regarder la vidéo du début qu'on a
vu donc une autre vidéo qui fait partie en fait donc des premières rushs d'Olivier Cousin, qui participe au projet et qui du coup ont été présentées en même temps que la présentation initiale de Mathieu. Et c'était pas du tout en lien avec ce que disait Mathieu, c'est pas du tout, c'est très bien ce qu'a dit Mathieu, mais du coup ça refera la boucle pour bien comprendre d'où on est parti la situation en fait initiale des femmes avant le projet, mais qui est encore la situation présente, parce que ce sont des images actuelles en fait. Donc pour bien comprendre aussi, ça répondra à certaines questions sur le chat. C'est pas un passage du parvis de la gare au restaurant, il y a un entre-deux en fait, un entre-deux spatial et temporel. Donc du coup on pourra regarder ça. Voilà. Donc moi je vais parler très rapidement, 3 minutes. Donc je vais juste vous dire voilà que moi je suis géographe. J'ai travaillé depuis 15 ans. J'ai mené des travaux de recherche en Afrique de l'Ouest, au Togo et au Ghana, sur des questions en lien, dans la perspective des études migratoires et urbaines en géographie. Et en particulier, ces dernières années, j'ai pas mal travaillé sur des questions de formalisation de l'informel. C'est vraiment des travaux assez classiques. En fait, il y a énormément d'opérations dans les villes africaines, dans les villes dites du Sud, donc sur les enjeux un peu de qu'est-ce qui se joue dans le passage en général de la rue au marché ou du quartier démoli à la cité de réinstallation quand il y a des programmes de réinstallation pour des habitants donc, qui sont ciblés par des projets de modernisation urbaine dans le cadre de politiques urbaines néolibérales. Je ne vais pas du coup développer du tout ça, mais c'est juste pour vous expliquer. J'ai été appelée, en fait, j'étais invitée grâce à Roberta à rejoindre le comité de pilotage de cette recherche-action qui m'a tout de suite interpellée parce qu'il y avait vraiment des résonances, il y avait vraiment des échos avec des choses que j'avais lues, des choses auxquelles j'avais essayé de participer en Afrique de l'Ouest. Et en même temps, beaucoup de différences, beaucoup de décalages. Je ne voudrais pas du tout qu'il y ait une assimilation entre les deux, que Grigny, parce qu'il y a une présence de populations originaires d'Afrique, notamment de l'Ouest, mais pas que Afrique subsaharienne, que du coup, on recrée les mêmes choses. Pas du tout, ce n'est pas mon intention. Simplement, il y avait des échos, des processus d'exclusion, d'inégalité, de discrimination qui étaient assez semblables. Il y avait aussi beaucoup de différences. Et du coup, j'ai trouvé là, en fait, un peu une opportunité pour essayer un peu de décloisonner les regards déjà entre des situations sud et nord en études urbaines, sur la question des parcours migratoires en lien avec les politiques urbaines et avec l'informalité. Terme que je préfère à celui d'informel parce que c'est un mot qui est parfois un peu gênant. Voilà, je n'ai pas le temps de développer non plus. Donc, juste quelques mots en fait sur l'objectif de la recherche et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau puisque voilà, le projet il est vraiment en train de se réaliser. L'idée, c'est à travers donc des méthodes de recherche qualitative assez classiques, observation, immersion un peu sur le terrain, entretien semi-directif avec les acteurs donc des politiques urbaines qui ciblent et qui rendent possible la participation en fait, du GRDR dans cette proposition pour formaliser l'informel et avec des entretiens individuels avec les populations et les habitants concernés par ces transformations, ces propositions de régularisation de l'informel. C'est essayer de confronter en fait différents récits de la ville de Grigny, différents récits autour de ses activités économiques, différents récits autour de la sociabilité, autour de la sécurité, et donc à la fois un récit du passage de l'informel au formel, mais aussi un récit du maintien de situations d'entre-deux, qui sont marquées par des tensions et des rapports de force, des rapports de pouvoir, entre plusieurs groupes sociaux qui habitent la ville, entre aussi les acteurs des politiques urbaines et, comme on dit, les bénéficiaires. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de démêler un peu ces tensions à travers la confrontation des récits, donc notamment par les discours qui sont produits par les acteurs eux-mêmes concernés par les projets, mais aussi par l'image qui permet de redonner la voix, en fait, et redonner la parole, et puisqu'il y a un enjeu de reconnaissance de la place de ces bénéficiaires du projet qui sont acteurs, actrices, comme vous l'avez bien compris, ça a été déjà très bien présenté par Roberta, par Mathieu, par le petit film donc, qui a été réalisé vraiment pour les femmes, pour qu'elles aient un outil en fait, de visibilité et de promotion. Et donc, je propose qu'on regarde les images, parce que pour que vous voyez aussi un peu ces femmes travailler en fait, sur le parvis de la gare, parce que ce sont des activités qui se perpétuent aux côtés du restaurant. Si ça ne prend pas trop de temps, si on peut prendre 2-3 minutes, je trouve que ça participe en fait, vraiment de la démarche de recherche-action, de cette idée de participer à la reconnaissance de la présence immigrée dans cette ville et des
difficultés aussi que ça suscite, quoi, sans être ni tout. Voilà. Merci Amandine. Alors effectivement, mon collègue Pierre-Alain partage la vidéo. Elle dure 4 minutes. Je ne suis pas sûre qu'on... Sinon au moins 2 minutes. Voilà. Ah. On va regarder les 2 premières minutes. Si elle fonctionne. Mets ton œil là. Waouh! Waouh! Waouh, 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 waouh! Oh là là, le directrice, il est grigny. Le piment. C'est bon, le pain de la gare, c'est fini? Ouais. On va faire quoi, les beignets? Le pain de la gare. Je mets un peu seulement. C'est bon. Tu n'as pas mené les serviettes là pour enlever l'huile là dans les mains. On va envoyer quelqu'un pour acheter le pain. Hier, on n'a pas vendu parce qu'on avait beaucoup de travail à faire à la maison. Maintenant, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est là. On va commencer à vendre. J'ai commencé ici novembre 2017. 2017. Ben oui, tous les hivers j'étais là. Comment tu as eu l'idée? Comme ça parce que je ne trouve pas de travail. À l'époque, j'ai 6 enfants en charge, je ne trouve pas de travail. Donc je me suis dit de venir ici, d'essayer. Pourquoi pas essayer? Parce qu'à chaque fois je vois Gare Saint-Denis, ça marche bien. Même moi j'achète là-bas. Pourquoi pas, je vais essayer. Mais depuis qu'on a commencé, bon, au début ça va, mais après il y a trop de police tout le temps. Je dis je m'arrête parce que j'ai des tensions. Mais tu as parlé avec les policiers? Non, on n'a pas d'occasion de parler comme ça. Non, pas du tout, jamais. Et pourquoi ils vous chassent? Ils ont dit on n'a pas le droit de me mettre ici. Et à Saint-Denis? Ils sont là-bas, je pense, oui, je pense. Mais ça fait longtemps que j'ai quitté là-bas. Mais je pense qu'ils sont là-bas encore. Et tu n'as pas essayé d'aller vendre? Non, je ne peux pas parce que j'ai les enfants. C'est trop loin pour moi. Les trajets, c'est là-bas, et ici, c'est trop loin. Si on peut rester ici, oui, ça m'arrange, mais Saint-Denis, non. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Amandine... Non, je souhaitais dire un mot. Sinon... Peut-être juste si Olivier Cousin veut juste dire un mot sur comment il a... Je ne sais pas si on a... Après, est-ce qu'on peut dépasser de 10 minutes ou est-ce qu'il faut couper à 30? Parce qu'il est 26. Ouais, on peut dépasser de quelques minutes, peut-être pas 10. Et sinon, quand même, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a plusieurs questions dans la discussion sur les revenus. Peut-être, je ne sais pas, Roberta, parce qu'il y a vraiment plusieurs questions sur les revenus. Et voilà, ça peut être intéressant de les aborder. Je ne sais pas, est-ce que tu souhaites que je les repose? Donc, quels sont les revenus, les statuts pour les participantes? Quels revenus tirent les femmes de l'association, du traiteur? Arrivent-elles à garder les mêmes revenus? Alors, justement, ça faisait partie des slides que j'ai montrés parce que donc on a estimé plus ou moins combien elles gagnaient sur les parvis, en sachant que ça dépend des personnes et des moments, parce que ça dépend aussi du climat, de combien de fois la police arrive. Et donc, on a essayé de se faire en marge pour savoir combien de prestations on devait avoir pour pouvoir être une alternative viable
à ce qu'elles font sur les parvis. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait d'arriver à un minimum entre 400 et 600 euros par mois. Et c'est vrai que pour le moment, on n'est pas à cette hauteur. Et c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, parce que en tant que traiteur solidaire géré par l'association Les Mamas de Grigny, si on ne dépasse pas certaines sommes, on va dire, on peut encore gérer l'activité pas en tant que salarié. D'ailleurs, les femmes, quand elles parlent, elles se disent bénévoles de l'association Les Mamas de Grigny. Et donc, on rembourse quelque part les activités qu'elles font en tant que bénévoles, les matières premières qu'elles achètent, les temps qu'elles passent à préparer les menus et tout ça. Et pour le moment, on est autour de 250 euros par personne par mois. Et on sait que jusqu'à 400, on peut les gérer en tant qu'association. Si on dépasse les 400 euros, c'est pour ça la question a été, et on est en train d'étudier ça, de trouver une forme juridique et administrative et économique qui permet de rester quand même dans un statut entre deux. Parce que comme on disait, on cherche un modèle hybride. Parce que la formalisation totale, en sachant que la plupart ne va pas recevoir ces papiers demain, c'est la seule manière pour ne pas les pousser vers la formalisation totale et donc en perdre certaines et essayer quand même de structurer quelque chose qui va un peu plus loin que l'informel et donc aussi les précaires dans lesquels elles étaient. Et surtout, je voulais souligner que la chose intéressante qu'on a vue, c'est que si sur les parvis, elles continuent à y aller pour besoins économiques, de l'autre côté, il y a, si avant elles se considéraient des groupes isolés, chacune travaillait de son côté. Là, depuis qu'on a démarré les activités en collectif, elles se sont de plus en plus en groupe. Donc, même sur les parvis, il y a certaines dynamiques collégiales qui se créent, qui avant n'existaient pas du tout. Merci Roberta. Effectivement. Est-ce que je peux juste apporter un tout petit complément sur, il y avait des questions sur le modèle juridique, c'est Jonathan donc, du GRDR. Donc aujourd'hui, c'est sous statut associatif et c'est vrai qu'on a entendu parler sur Angers du format des coopératives d'activité qui était un format adapté. Nous, sur des publics dont les situations administratives ne sont pas toujours stables, il y a une problématique qu'on a beaucoup vue sur la différence entre l'expertise métier de gens qui ont un vrai savoir-faire technique et les difficultés sur les aspects juridiques, administratifs, comptables. Et c'est vrai que pour entrer dans une coopérative d'activité, il y a encore beaucoup de demandes de capacité à produire des plans de financement, des estimatifs sur un an, pouvoir dégager du coup des revenus, connaître un peu les prix. Donc c'est encore très tourné autour des chiffres et des finances, et ce qui ne marche pas forcément. Donc on est un peu à la recherche de ce format qui n'existe pas, quoi, qui serait le mélange de tous les autres. Donc voilà, à bon entendeur. On n'a pas le temps, mais en tout cas chez nous, on ne demande pas des prévisionnels sur 3 ans pour que les gens démarrent dans la coopérative. Et j'ai accompagné les cités du Secours catholique sur la création d'une coopérative d'activité destinée aux personnes qui vivent dans la rue. Donc, vous voyez, le modèle est quand même très malléable. Après, chaque coopérative est une entreprise indépendante et peut-être d'un endroit ou un autre, il y a plus ou moins de souplesse. En tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment moyen avec ce format-là de trouver quelque chose pour ces personnes. Après, il y a le problème des papiers, il faut résoudre, mais sinon, nous, chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir un prévisionnel à 3 ans. Notre philosophie, c'est que tout le monde puisse essayer, quel que soit son statut, et on trouve toujours des solutions. Je pense qu'il y a d'autres coopératives qui partagent aussi cette vision des choses et de notre outil. Et oui, visiblement également la coopérative d'activité d'emploi mine de talent. Mais voilà, c'est aussi intéressant d'avoir le témoignage d'une recherche-action qui donc est en cours. Enfin voilà, on voit aussi par quel questionnement et problématiques vous passez. Enfin, je pense qu'elles sont par rapport aux autres expériences, retours d'expérience qu'on a eu au sein du groupe de travail du RTS et d'ailleurs d'autres, on voit que elles sont fréquentes, mais voilà, effectivement, là, il est déjà 15h30, on va devoir
clôturer cet échange qui était très intéressant. Moi, comme on l'a dit, je vais vraiment partager les documents bilan, documents en cours et de la CAE-CDP 49, entre autres sur la Flashcop MAM Cookies et aussi des éléments sur la recherche-action en cours à Grigny. Je pense qu'on va suivre de près, si vous en êtes d'accord, bien sûr, mais vos travaux, c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, le temps est contraint, donc voilà, et Monsieur Cousin, j'espère que si vous voulez dire un mot très rapide de vos vidéos, c'est l'occasion. Sinon, je vous propose qu'on échange par mail et que peut-être vous puissiez aussi les présenter, voir si ça vous intéresse qu'on les partage dans le document retour sur cette visioconférence. Et je vois aussi qu'il y a une personne du GRDR Guinée, Stanislas Agossou, qui souhaitait partager l'expérience. Pareil, je propose qu'on ait l'occasion de rééchanger, mais malheureusement, ça va être trop court pour aujourd'hui. Voilà, du coup, Monsieur Cousin, je reviendrai vers vous. Merci vraiment à tous. Merci, oui, pardon. Oui. Non, oui, c'est... bien sûr, on va échanger et puis peut-être mettre un lien, oui, donner accès voilà, au lien si ça intéresse de revoir la bande, mais bon, c'est vraiment très en cours, quoi. Ça a été monté rapidement. Ce qui peut être intéressant, c'est de suivre l'évolution un petit peu du teaser, enfin de la bande pour vendre le restaurant, pour vendre le travail des mamas. Et on va faire une journée où on va leur présenter ce montage. Voilà, qu'elles avaient déjà un petit peu conduit parce qu'on avait décidé de filmer dans la cuisine, voilà un peu quelques mots. Et puis voir un peu comment ça évolue, comment elles s'approprient quoi, pour communiquer, voilà, pour faire le marketing, comme elles disent. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Très bien. Merci à vous. Et donc, merci à toutes et à tous pour vos interventions très intéressantes. Et puis, voilà, je reviens vers vous avec un retour sur cette conférence. On reste en contact. Et pour petit mot sur les prochains rendez-vous du RTES, vous dire que commence à 16h une conférence en ligne sur les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif. On est sur un autre sujet, mais c'est pour un retour sur le rapport de l'IGAS et de l'IGF sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif. À très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup à tout le monde.